Bonjour à tous et bienvenue. C'est un chiffre qui fait froid dans le dos. Plus de 4000 grossesses répertoriées en cours de l'année scolaire. Comment en est-on arrivé là? C'est le sujet de ce numéro de Ça fait l'actualité. Alors que révèle l'étude de la CNDH? Les réponses d'Ève Boué. 4137, c'est le nombre de cas de grossesse en cours de scolarité documenté par la CNDH, Commission nationale des droits de l'homme, sur la période allant de septembre 2023 à mai 2024. Les régions les plus touchées sont la Nawa avec 409 cas, le Tonkpi 408 cas et le Poro 254 cas. Sur la même période au cours de l'année scolaire 2022-2023, ce chiffre était de 3558 cas de grossesse, soit une hausse de 15,30% par rapport à l'année dernière. En 2021-2022, 3409 cas de grossesse ont été documentés par la CNDH. Force est donc de constater que les grossesses en milieu scolaire sont en constante hausse. Le flot empêche les jeunes filles de poursuivre convenablement leur scolarité, allant même jusqu'à l'abandon. Pourquoi observe-t-on cette recrudescence? Que font les autorités pour la protection des droits des jeunes filles? Quelle est la responsabilité des parents dans l'éducation de leurs enfants? Les grossesses en milieu scolaire ou en cours de scolarité représentent un problème de santé publique avec des risques importants de décrochage scolaire dont découlent de multiples conséquences. Alors face à la gravité de la situation, que peut-on faire et comment situer les responsabilités et surtout atténuer ce phénomène? Pour en parler, je reçois le professeur Ghislain Yapi, président d'Excel Ado, directeur général de SEDH-SARL, Société d'éducation et de développement humain. Bonjour et bienvenue. Bonjour et merci bien. Alors, de prime abord, on va faire un peu de sémantique. Il fut un temps où on parlait de grossesse en milieu scolaire et maintenant on nous parle de grossesse en cours de scolarité. Pour quelle raison? C'est quoi la différence? Je voudrais déjà dire merci à la télé qui nous reçoit et aussi exprimer toute ma gratitude envers notre partenaire, l'ONG américaine G10 Network, avec à sa tête la présidente Ouattara Sidibé, qui nous aide dans la sensibilisation. Nous pensons qu'il faille nécessairement que nous puissions se tenir à l'évidence parce que plusieurs enfants, malheureusement, avec les mauvaises fréquentations, font des choses qu'ils ne devraient pas faire. Et donc, nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour sensibiliser et nous disons aux enfants de faire très attention parce que ces enfants-là, qui devraient en principe bien se comporter, malheureusement, au fur et à mesure que nous avançons, traversent un moment très, très difficile. On va venir en détail sur ça, mais d'abord, ma première question. Pourquoi ce changement de terme et d'expression? Grossesse en milieu scolaire et grossesse en cours de scolarité. Oui, c'est parce que la plupart des enfants contractent les grossesses souvent en dehors des établissements, peut-être en vacances ou, par exemple, maintenant, là, vous verrez que le rapport, c'est surtout à partir du mois de septembre qu'on énumère ce nombre de choses. Donc, la grossesse ne se fait pas pendant l'année scolaire. C'est en cours d'année scolaire que ces filles-là contractent ces genres de grossesse. C'est quoi? C'est une manière de nous dire que ça ne se fait pas dans les établissements. C'est une manière de dissocier l'établissement scolaire de ce phénomène? Je pense, parce que la plupart de ces enfants-là ne dorment pas à l'école. Elles ne dorment pas à l'école. Elles dorment quelque part. Donc, c'est souvent dans leur domicile. Et donc, en cours d'année scolaire, parce que nous pensons que ces enfants-là prennent les grossesses en dehors de l'école, bien qu'elles partent à l'école. Alors, ces jeunes filles concernées ont quel âge approximativement? Cette étude, elle concerne des filles de quel âge à quel âge? Il y a certaines qui ont 12 ans. Et nous avons constaté une qui avait 16 ans. Donc, on pourrait dire de 12 à 16 ans. Donc, de la préadolescence à l'adolescence. Oui. Et elles fréquentent des établissements de secondaire et primaire ou Oui, il y a celle dont nous parlions depuis un moment, est à l'école primaire. Elle n'est pas la seule, hein, mais il y a plusieurs filles, malheureusement. Il y a certaines qui sont au CM2. Au CM2. Voilà. Alors, maintenant, qui enceinte ces jeunes filles? Quels sont leurs profils?
À l'époque, c'était plus des adultes. À l'époque, c'était plus des adultes. Mais les adultes ne sont plus les seuls responsables. Parce qu'il y a des phénomènes que nous allons certainement énumérer qui font que les adolescents eux-mêmes sont responsables de certaines grossesses. Alors, donc on a des adolescents qui enceintent des adolescentes et on a des adultes aussi. Alors, quels sont les profils? Les adultes, c'est dans le milieu enseignant, ou parce qu'on a eu un cas dramatique même. Ce sont le milieu enseignant ou ce sont des proches, ce sont des inconnus? Quand ils sont adultes, qui sont-ils? La plupart des adultes sont... il y a des enseignants, c'est vrai, mais il y a aussi ceux qui tournent et qui rôdent souvent autour des établissements. On peut voir des blanchisseurs, on peut voir des personnes, des boutiquiers, parce que la plupart des filles, malheureusement, qui prennent des grossesses, c'est souvent par rapport à l'argent, la pauvreté, la misère des parents et toutes ces choses. Ce sont des facteurs très importants, mais il faut dire que les enseignants viennent en tête. Les enseignants, donc, qui enceintent ces jeunes filles. On peut parler clairement de pédophilie quand on est face à des adultes et face à une fille de 12 ans? Ah oui, effectivement. Je crois que c'est la pédophilie. Mais il y a d'autres facteurs. Hein. Il y a d'autres facteurs. Parce que je n'aime pas trop la précocité, parce que je pense qu'il n'y a pas de précocité. Je pense que toute personne naît et y est grandie. Il y a un temps pour toute chose. Donc, il y a des choses que les adultes ne devaient pas faire. Ça, c'est clair. Tout à l'heure, nous allons revenir. Mais je pense que la responsabilité des adultes est vraiment mise en jeu. Alors là, on parle de ceux qui commettent, en tout cas qui enceintent ces jeunes filles. Vous imaginez penser que ces grossesses, en tout cas ces rapports, sont toujours consentis? Oui. Il n'y a pas de viol. Il n'y a pas de viol, sinon on parlerait de viol. Il n'y a pas d'agression, ce sont des cas de consentement, même si certains parlent d'emprise, c'est un autre phénomène, oui, dans un rapport déséquilibré entre un adulte et un enfant. Donc là, c'est un rapport consenti. Maintenant, s'avançons-nous à ces adolescents, oui, qui sont aussi... qui enceintent aussi ces jeunes filles. Quel est le profil? Ce sont d'autres élèves? Ce sont des jeunes qui sont déscolarisés? Et dans quel cadre cela se passe-t-il? Nous avons constaté que la plupart des enfants qui enceintent leurs amis sont dans un groupe. Il y a un jeu qu'on appelle la tontine sexuelle, par exemple. Et donc, ce sont des ados qui louent des appartements et qui, à tour de rôle, ont des rapports sexuels avec leurs amis, et moyennant quelque chose. Donc, on pourra dire... De l'argent? De l'argent. On pourra dire que le plus petit que nous avons constaté, il était en 5e. Il était en 5e et puis jusqu'en classe de 4e et seconde. Alors, mais quand vous nous dites moyennant... Enfin, légalement, rapport sexuel moyennant de l'argent, c'est qualifié de prostitution. Oui. C'est de la prostitution, en fait, parce qu'il y a la tontine sexuelle, il y a le jet de l'eau, il y a le locanto. C'est quoi tout ça? C'est la prostitution en ligne. Donc, ça se passe par l'entremise de leurs amis. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est sur les réseaux, mais c'est par l'entremise de leurs amis. Vous verrez que dans le rapport, il n'est pas mentionné, par exemple, qu'il y avait des filles qui venaient d'Abidjan. Parce que, malheureusement, la plupart des filles, entre griffes, expertes à la matière, souvent même elles sont des sachants, plus que les parents. Donc, elles s'adonnent à un certain nombre de choses, et puis, lorsqu'elles prennent des grossesses, elles avortent. Vous voulez dire que ce phénomène de tontine sexuelle est plus présent à Abidjan qu'à l'intérieur du pays? Tout à fait. D'accord. Et qu'est-ce qui explique? Parce que là, vous nous dites qu'il y a une sorte de rémunération. C'est quoi? C'est des besoins financiers? Pourquoi? Il y a deux axes. Il y a deux axes. Il y a d'abord les finances. Il y a certaines filles qui le font pour des finances. Et nous pensions à l'époque que c'était les finances. Mais après, c'est devenu un effet de mode. On s'est rendu compte que plusieurs filles le font pour prouver leur capacité d'avoir des rapports sexuels avec leurs amis. Donc c'est quoi, un défi, un challenge? Un challenge. Alors, ces chiffres vraiment font froid dans le dos, je le disais tantôt. On va essayer de refaire l'étude et prendre cette cartographie. On cite nommément beaucoup de localités à l'intérieur du pays. Ce phénomène est-il plus important en zone rurale?
Et parce que vous nous dites que la tontine sexuelle, c'est Abidjan qui est en tête quand même. Oui, la tontine sexuelle, bien évidemment, parce que bon, la tontine sexuelle n'est pas née en Côte d'Ivoire, mais vous savez que la Côte d'Ivoire a une certaine capacité. Et donc, c'est devenu un effet de mode. Et à Abidjan, par exemple, on loue facilement les appartements meublés. À des mineurs? Oui, à des mineurs. C'est très grave, mais c'est ce qui se passe, c'est que ces enfants-là louent des appartements. Et même souvent des villas. Voilà. Et puis, en une semaine, il peut rester dans cette maison-là et puis entretenir ces rapports-là avec les enfants. Mais ils le font à quel moment? Ils ne sont pas à l'école à ce moment-là? Vous nous disiez tout à l'heure qu'ils ne sont pas pendant le cadre de la journée ou de la semaine scolaire. À quel moment ces enfants vont louer ces appartements pour s'adonner à toutes ces pratiques? La plupart de ces enfants-là, comme ils ont entre griffes l'habitude de le dire, ils grillent des coups. Donc, où ils devaient être à l'école, ils ne vont pas à l'école. C'est vrai qu'ils tiennent des rencontres au sein des établissements, malheureusement, parce que c'est là-bas le seul endroit où ils peuvent se retrouver. Mais après, ils partent dehors. Donc, pendant que leurs amis sont à l'école, ils sont de l'autre côté. Parce qu'après, on va essayer de situer les responsabilités. Et visiblement, elles sont nombreuses. Alors, donc, vous nous dites, donc, Abidjan, il y a un phénomène. Mais Abidjan, cette étude n'a pas comptabilisé ces grossesses en cours de scolarité à Abidjan parce que vous nous disiez que beaucoup d'entre elles, ces jeunes filles, décident d'avorter. Oui, et c'est ce que nous avons constaté parce que puisque la tontine sexuelle se fait à l'insu des parents, donc quand elles contractent des grossesses, elles avortent. Voilà, elles avortent. Et à Abidjan, il y a plusieurs structures, malheureusement, qui s'adonnent à ce genre de choses, donc qui enlèvent la grossesse de ces enfants-là et elle continue. On ne dit pas les personnes qui ont des rapports sexuels, on n'a pas énuméré. On parle des filles qui prennent des grossesses. Or, on ne parle pas de grossesse précoce s'il n'y a pas eu de relations sexuelles, de rapports sexuels. Donc, elles font des rapports sexuels en cachette. Quand elles prennent des grossesses, elles avortent en cachette. Et donc, si on doit évaluer les filles qui ont des rapports sexuels, on ne s'en sortira pas. Ce sont des filles qui prennent des grossesses qu'on attrape. Oui, c'est ce que vous voulez dire. C'est que, en fait, le phénomène est encore plus inquiétant. Ouais. Là, c'est parce que... Alors, elle tombe enceinte, pour penser que c'est quoi? C'est un problème de prévention. On n'est pas du tout en train de valider ce comportement. Ouais. Mais il y a aussi des réalités, risque de maladie. La grossesse n'est pas une maladie, mais quand même, il y a un âge pour tout. Ouais. Pensez que c'est de l'inconscience. Elles ne sont pas conscientes qu'elles risquent de tomber enceinte à ce jeune âge? Je pense que nous parlons des responsabilités, là. Il y a des parents. Nous énumérons trois types. Il y a des parents. D'abord, les parents sont les premiers responsables de l'éducation de leurs enfants. Et on a constaté qu'il y a 5 parents, je ne vais pas énumérer, mais il y en a 2, particulièrement qui nous étonnent. Les parents indisponibles et les parents irresponsables. Alors, qu'est-ce que vous appelez parents indisponibles? Parents indisponibles, c'est papa et maman qui n'ont pas le temps. Voilà. Malgré leur bonne volonté. Ils n'ont pas le temps. Ça veut dire qu'ils n'ont pas... Mais ces parents, ce sont les mêmes qui essayent de trouver de quoi nourrir cet enfant, peut-être, et aussi payer ses frais de scolarité. Oui. Et l'enfant n'a pas besoin que de ça. L'enfant a plus besoin de la présence de ses parents. Et donc, je vous donne un exemple. Lorsque l'enfant il subit, il est ostracisé ou bien un traumatisme au sein des établissements où il a besoin, par exemple, d'être soutenu pour gérer sa résilience, il faille qu'il y ait nécessairement une communication entre papa, maman ou l'enfant. Donc, lorsque l'enfant ne retrouve pas véritablement la communication qu'il devrait avoir avec ses parents, du coup, c'est un problème, c'est un fossé communicationnel. C'est pourquoi je dis que la première responsabilité incombe aux parents. Les parents doivent tout faire pour maintenir la communication avec les enfants. Donc, vous le rappelez à juste titre, la communication est primordiale. On doit parler de ces choses-là avec les enfants à cet âge-là. Oui, aujourd'hui, il y a plus de sujets. Sur la sexualité, sur... Parce qu'on est quand même face à des gens qui ont un certain âge et on ne peut pas faire abstraction du développement physique, on ne peut pas faire abstraction des hormones, on ne peut pas faire abstraction de l'évolution du corps d'un adolescent, de jeune garçon à jeune homme et d'une petite fille à une jeune fille. C'est ça. Donc il faut parler de tout ça, toutes ces étapes. Tout à fait. Avec son enfant. Oui, j'ai fait une expertise en prévention et je peux vous dire qu'un message aussi subliminal qu'il soit, il est véhiculé, l'enfant reçoit, l'enfant perçoit. On a vu que les enfants, plus ils reçoivent les informations, mieux ils sont avisés.
Puisqu'aujourd'hui, les gens attaquent même la préadolescence. Donc, plus tôt les enfants sont informés, mieux ils sont avisés. Et les parents gagneraient à causer, à discuter avec les enfants, mais dans la franchise des choses qui concernent la société. Parce que ce qui se passe n'est pas national, hein, c'est une situation mondiale. Parce que l'éducation mondiale est en déclin. On voit que les valeurs d'éthique, de probité, de moralité s'amenuisent. Il faut nécessairement qu'on puisse relever un certain nombre de choses. On va y revenir. Et je lisais un grand psychologue de la place qui, en parlant de ce phénomène, nous parlait aussi d'un manque d'amour, toujours au niveau des parents. Tout à fait. En disant que si un enfant ne se sent pas en sécurité émotionnellement chez lui, il préférera toujours le dehors. C'est cela. Alors là aussi, quel conseil on peut donner aux parents sur cette... Oh oui, j'allais en venir parce que je vous donne un exemple. Justement, par rapport aux solutions, plusieurs parents aujourd'hui, nous sommes en vacances, bon, pas totalement en vacances, certains ont déjà prévu un plan où l'enfant va partir en vacances. Je n'ai rien contre les colonies de vacances, mais je pense qu'il faut les maintenir. Il faut avoir un temps de qualité avec son enfant. L'enfant a plus besoin de la présence de ses parents. Il ne faut pas se débarrasser de l'enfant, parce que quand l'enfant se rend compte qu'il a un débarras, et à chaque fois il faut l'éjecter, du coup l'enfant ça donne un certain nombre de choses. Et donc, puisque l'adolescence est vraiment ce que nous appelons une période charnière, et que l'amitié est très importante pour lui, donc s'il voit son ami qui lui dit qu'il l'aime, qu'il l'affectionne, du coup il s'ouvre, et il a davantage confiance à cet ami-là que même ses parents à cet âge-là. Voilà. Donc, on parlera des fréquentations. Donc là, c'est au niveau des parents. Premier, selon vous, responsable Tout à fait. de, peut-être pas des actes Oui. posés par leurs enfants, mais en tout cas, ils participent avec leur absence. Vous parlez des parents indisponibles. C'est quoi les parents irresponsables alors? Les parents irresponsables sont les parents absents. Les parents absents sont souvent issus des familles monoparentales. Papa était là, il n'est plus là. Maman était là, il n'est plus là. Vous savez pourquoi le grand Dieu qui a créé le ciel et la terre n'aime pas le divorce? Parce que lorsqu'il y a un enfant, il y a un fruit, et que le divorce arrive, vous ne pouvez pas imaginer le traumatisme que l'enfant reçoit lorsqu'il se rend compte un jour qu'on lui dit que l'un des parents n'est pas un bon parent. Et donc, la plupart des enfants qui sont dans les rues sont issus des familles monoparentales. C'est pourquoi il faut maintenir la communication. Ça peut arriver, si jamais le divorce arrivait, parce que c'est dommage, mais il faut maintenir la communication. Donc, se préoccuper de son enfant. Tout à fait. Mais on a tous été adolescents. Nos parents ne savent pas non plus ce qu'on fait à chaque fois. Ça arrive qu'on leur cache des choses. Et même beaucoup. Les temps ont changé, madame. Les temps ont changé parce que la situation actuelle est différente de celle que nous avions il y a 10 ans ou 20 ans en arrière. Et comme j'appelle les ados d'aujourd'hui, les ados 5 gigas sont différents des ados du temps passé. Ils ont besoin d'un certain nombre de choses. Par exemple, pour peu, ils sont traumatisés. Pour peu. La plupart, ils ont la pression. Ils sont plus fragiles que les adolescents d'avant. Et la pression sociale, je dirais la pression du groupe est plus compliquée. Ils gèrent difficilement la pression du groupe qu'à notre temps. Maintenant, les adultes. Et d'abord, on va dire les établissements scolaires dans leur entièreté. Des enseignants aux éducateurs, là aussi. Quelle est la part de responsabilité de cette institution? Ouais. Je crois qu'il doit avoir de la tenue et une retenue. Et je le dis dans mon livre avec cette métaphore explicative de la mangue non mûre. Les enfants sont non mûrs. Même lorsque je parle de la maturité adulte, il y a certains critères. Pour la maturité adulte, à combien plus forte raison, les enfants. Vous voyez, c'est très important que les adultes sachent que lorsqu'ils cherchent à draguer une fille qui a leur âge, ils draguent leur propre enfant. Ils doivent faire attention. Je pense que les enfants ne sont pas encore mûrs. Excusez-moi, mais il faut le dire, parce que la situation est telle qu'il faut mettre le doigt sur la plaie. Ce n'est pas parce que ces filles-là s'expriment ou bien le corps est en train de prendre des formes qu'elles sont adultes ou bien qu'elles sont mûres. Elles ne sont pas mûres. Donc que ces adultes s'abstiennent réellement. Et en termes de sanctions, l'établissement scolaire pose des actes importants? Oui, je crois au niveau du ministère, il y a plusieurs choses sont en place et la plupart des enseignants qui s'adonnent à ce genre de choses-là sont sévèrement sanctionnés. Et tout à l'heure, par rapport aux parents, je disais que mon père, je suis issu d'une famille modeste. Mon père, instituteur m'a légué une éducation, vous voyez. Et l'éducation que j'ai reçue de mon père
m'aide aujourd'hui. Ça n'a pas de prix, vous voyez. Et donc, ce qu'on appelle l'autorité parentale est la clé de l'éducation. Tous les parents devraient l'avoir sur leurs enfants. Mais vous nous disiez, parce que le phénomène de tontine sexuelle, il y a des vidéos qui circulaient où ça se passait à l'intérieur des établissements scolaires. Ce n'était pas des chambres d'hôtel, ou c'était pas... non, c'était dans les établissements scolaires. Non, ce n'est pas la tontine sexuelle. Ce sont des enfants qui jouent, qui font certaines choses qu'ils ne devraient pas faire au sein des établissements, oui. Mais en ce qui concerne la tontine sexuelle, ils se mettent ensemble en groupe et ils passent à tour de rôle à avoir des rapports sexuels avec les enfants. Mais quand ils ne sont pas à l'école, l'établissement scolaire ne s'inquiète pas, ne cherche pas à savoir où sont ces enfants, parce que si tout un groupe d'élèves disparaît pour aller faire ces pratiques-là, ça n'alerte personne. Bon, je l'ai dit, je le dis encore, madame. Les personnes, par exemple, dont je parle, les parents indisponibles ou irresponsables, ils sont souvent convoqués dans les établissements, mais vous savez, ils brillent de leur absence. Plusieurs n'ont pas le temps pour venir lorsqu'ils sont convoqués par les éducateurs. Donc, même si le professeur ou l'éducateur convoque un parent, on ne sait pas pourquoi il nous convoque, mais il faut s'y rendre. Et donc... Et d'autres responsabilités qui est peut-être plus large, celle de la société. Oui. Qu'en est la société avec ses valeurs qu'elle prône, ses modèles, ses critères, ses exemples, cet argent omniprésent, quelle est notre part? Est-ce que c'est finalement une responsabilité collective? Oui. Un échec collectif? Je crois que je dirais, excusez-moi, mais moi je dirais plutôt l'autre faute incombe aux enfants eux-mêmes. Vous savez, ils ne sont pas responsables, mais il faut les mettre face à leurs responsabilités. J'en ai venir à eux à la fin. À la fin, d'accord. J'en ai venir à eux à la fin. Ok, d'accord. En ce qui concerne la société, comme vous savez, la situation, c'est un problème sociétal. Et la situation est mondiale. Nous sommes maintenant dans une situation où tout ce qui se fait, par exemple, à l'autre bout du monde, est su ici. Et donc, puisque les enfants, ils sont plus sur les réseaux sociaux, par exemple, donc ils sont influencés malheureusement par des personnes qui ne devraient pas. Et voilà. Alors justement, ces enfants, on ne va pas leur enlever toute responsabilité, mais on sait qu'ils sont jeunes, on est conscient qu'ils sont inconscients parfois. Comment on fait? Doit-on les accabler? Parce que finalement, ces jeunes filles, vous me disiez tout à l'heure avant l'émission qu'elles seront déscolarisées et la plupart ne reprennent jamais leurs études. Oui. Comment on leur parle? Qu'est-ce qu'on leur dit? On les gronde, on les frappe, on les engueule? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, j'ai une très bonne nouvelle pour les parents. Parce qu'aujourd'hui, le monde évolue. Voilà, j'ai appris ce nombre de choses et ce que j'ai est pour tout l'Afrique. Hein, mais je suis ivoirien et je mets ces informations à disposition. Je pense que les informations, aussi puissantes qu'elles soient, tant qu'elles restent exclusives, elles ne profitent à personne. Il faut juste discuter avec l'enfant sur des choses qu'il vit. Ce que nous refusons de dire aux enfants, mais ils reçoivent dehors. Donc, il y a des sujets que les parents devraient parler avec leurs enfants. Et donc, une fille, par exemple, qui ne sait pas pourquoi elle ne doit pas avoir une amitié qui pourrait être un obstacle à son épanouissement, alors elle peut facilement contracter une amitié, puisque les mauvaises compagnies, en réalité, sont des problèmes, des obstacles pour les enfants, et aussi d'autres choses. Voilà. Mais qu'est-ce qu'on dit à cet enfant? Voilà, un parent qui se trouve avec une fille de 12 ans enceinte. Non. Je suis expert en prévention. Nous, c'est la prévention. Donc c'est déjà trop tard pour vous? Pour nous, quand la fille prend une grossesse, ça, ce sont les enfants qui ont décidé de se vautrer dans le bourbier. Il faut les aider à en sortir. Et comme j'ai l'habitude de dire en riant, ils sont possédés, ils ont besoin de délivrance. Mais ces enfants-là, qui n'ont pas encore touché à ce genre de choses, madame, il faut leur dire que s'ils touchent, voici les résultats. Non, c'est simple. Il n'y a pas de grossesse. La seule qui a une grossesse sur cette terre sans des rapports sexuels, c'est la Vierge Marie. Alors, s'il y a une grossesse, c'est qu'il y a des rapports sexuels. Et la sexualité précoce est une épée de Damoclès de tous les parents. Donc, il faille tout de suite y remédier. Bon, il y a un problème. On parle de grossesse précoce. Mais comment on fait pour avoir les grossesses précoces? Il faut dire à l'enfant que ce sont les rapports sexuels là qu'il faut, qu'il y a des grossesses précoces. Et si tu fais une seule fois, tu peux partir. Tu peux partir. Un enfant ne devrait pas, je pense, que la sexualité précoce devrait être une chose interdite pour les enfants. L'abstinence est de mise, je pense. Et lorsque les enfants savent de quoi il s'agit, je vous assure qu'ils se protègent. Alors, vous avez quelques informations à nous donner. Alors, on arrive déjà au terme de cette émission. Pouvez nous communiquer des coordonnées pour les parents qui sont
concernés. Et en plus des coordonnées, peut-être nous donner d'autres informations pratiques. D'accord. Alors, je voudrais dire que les parents qui voudraient aider leurs enfants, leur communiquer les informations, souvent des informations qui leur permettront de changer de vie, de les préparer, afin qu'ils ne puissent pas tomber dans ce genre de choses, il peut prendre un contact 07 49 14 89 09. 07 49 14 89 09. Je pense que les parents, nous avons besoin de sécuriser, par exemple, ces 512 000 enfants qui ont eu leur CP. C'est un nouveau monde. Il faut les préserver, il faut les sécuriser. La formation, elle est gratuite. Nous avons des leçons ici. Nous avons plus de 17 leçons. 17 leçons qui permettront aux enfants de... Il faut prévenir les enfants. On s'est rendu compte que lorsque les enfants sont informés, ils sont avisés. Donc le mieux, c'est de leur communiquer les informations qu'il faut. Nous permettons à tous les parents de nous contacter et qu'ils reçoivent partout, sur tout l'étendue du territoire, afin qu'ils reçoivent. Et je ne sais pas si je dois finir par un plaidoyer. Allez-y, rapidement. Voilà, et c'est notre papa. Son Excellence le président Alassane Ouattara, c'est le pépé des ados. Alors nous pensons que nous voulons le rencontrer. Nous voulons le rencontrer parce que nous voulons, dans toutes les directions régionales du pays, avoir un bureau des excellents adolescents. Un centre qui permettra aux enfants, par exemple les petits comme les Samuel, Major, il faut les préserver. Il faut faire ce qu'on appelle une duplication à réseau. Il ne risque pas de tomber enceinte, lui. Non, mais il faut quand même le préserver. Le préservant, ça va nous aider. C'est noté. Merci infiniment de participer à cette émission sur un sujet grave. Je ne juge pas, je ne suis pas là pour ça, mais vraiment, mesdemoiselles, hein, vous êtes des enfants et un enfant ne fait pas d'enfant. Allez, merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur RTI 1.